Exactement. Alors, tu as la lourde tâche d'interviewer notre invitée Mégane. Oui, exactement. Ben, je vous présente l'une des personnes les plus solaires que j'ai rencontrées il y a une dizaine d'années. Elle s'appelle Mégane M et j'ai eu la chance de la connaître dans un hôtel 4 étoiles à Cannes, quelques jours après le festival. Rien que ça, hein. 4 étoiles, hein. On voit que tu vas pas n'importe où. Oui, exactement. Pour la caractériser, je dirais qu'il s'agit d'une artiste éclectique. Donc elle est à la fois mannequin, chanteuse à ses heures perdues et surtout créatrice styliste pour les femmes de petite taille, en l'occurrence celles qui mesurent 1,60 m et moins. Donc c'est pas pour moi. Exactement. Tu exclus d'avance. Ah non, c'est sûr. Bonjour Mégane. Bonjour Emma. Alors les auditeurs seront tellement saisis par cette émission qu'ils attendront la fin de ce podcast pour découvrir tes créations sur le site www.meganem.com. Alors en attendant, comment définirais-tu oralement ton style pour eux? Ah, je dirais que c'est un mélange de romantisme, un brin de rock attitude, en fait, de rock and roll attitude, voilà. Oui, d'accord. J'ai observé, moi, de mon côté, en fait, voilà, je te connais depuis plusieurs années. Oui. Et c'est vrai que j'ai observé une certaine dichotomie dans la manière de présenter tes créations. Donc, comme tu le disais, elles sont à la fois rock et romantiques. Elles s'adaptent à des tenues de jour comme de nuit. Et sans compter la robe réversible qui permet donc d'avoir deux styles pour une seule tenue, Exactement. une seule pièce. C'est vrai. Donc malgré le fait que tes créations soient uniquement destinées aux femmes de petite taille, cela signifierait-il que tu souhaites parler à toutes les femmes de petite taille? Alors bien sûr, d'abord parler à toutes les femmes de petite taille. C'est comme ça qu'est né mon projet, c'était d'abord dirigé vers elles. Après, je suis dans la création et aussi dans la couture. Ça veut dire que je m'adresse à toutes les femmes voulant des pièces sur mesure. Hein. Donc il n'est pas nécessaire d'être petite pour avoir sa pièce à soi, voilà, créée par mes soins. Donc je fais des créations personnalisées, hein, quelle que soit la taille. Hein. Ah oui, bah, ça intéresse peut-être nos invités ou Kumba. Oui. Alors, en effet. En fait, juste il faut savoir que les femmes petites ont souvent du mal à se vêtir, par exemple pour des événements comme les mariages, comme je sais pas moi, des cocktails, j'en sais rien, pour tout type d'événements, des baptêmes, et donc pour elles, forcément, la pièce unique, ça va être quelque chose de super parce que c'est quelque chose qu'elles vont pouvoir reporter et du coup à faire un achat, on va dire malin. Et en plus, judicieux parce que quand je fais des pièces uniques et sur mesure, c'est vraiment pour révéler l'estime de soi et en même temps révéler la personnalité de la cliente en fait en question. D'accord. Et est-ce que c'est compliqué justement de prendre en compte tout ce que tu viens de mentionner et tous ces styles extérieurs à ta pensée, tout en conservant en fait ta liberté artistique? Ah ben non, parce que alors ce qui est génial, c'est que je tombe toujours sur des clientes qui me disent je te donne carte blanche. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Pour celles qui peuvent être réticentes sur des couleurs par exemple, hein, ça c'est ce qui m'est déjà arrivé, par exemple des femmes qui portaient plutôt du gris, plutôt du noir, mais parce que par la peur de la couleur, en fait lorsque je suis persuadée qu'une couleur peut vraiment raviver quelque chose en elles, je le fais savoir. Et du coup, elles sont un peu tentées, mais sans trop savoir, et finalement elles se laissent quand même porter par l'idée. Et au final, elles sont super contentes parce qu'elles se disent ah ouais, j'aurais jamais pensé que je pouvais porter d'abord une tenue comme ça aussi féminine, en plus avec des couleurs. Et donc c'est un peu comme si elles se retrouvaient en fait. Oui, et c'est vrai que enfin, tes créations sont extrêmement colorées. J'en vois très peu en fait. Elles sont très rares à être noires. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment génial. Et bon, on parlait d'influence extérieure. Et en parlant d'influence, est-ce que tu as été influencée par des personnalités médiatiques, disons? Parce que je m'explique. Quand j'ai vu tes créations pour la première fois, c'est vrai que directement j'ai pensé aux années 80, avec le ras de cou victorien de Prince, la jupe à volant de Madonna ou encore Michael Jackson. Est-ce que tu as été influencée par cette période, en fait, fin années 80, début 90? Je pense que vraiment, que ce soit inconsciemment ou consciemment, forcément, je pense que j'ai été inspirée par justement ces artistes qui d'ailleurs ont beaucoup touché ma vie parce que je les ai beaucoup aimés en fait. J'ai beaucoup aimé les voir. Donc je suis sûre qu'inconsciemment ça m'a effectivement touchée. Après, lorsque les gens me disaient on dirait que ça ressemble à du Prince par exemple, mais ça je n'avais pas pensé que ça je ne pensais pas, je comprenais pas et il m'a fallu mettre des photos côte à côte pour me rendre compte en fait, bah oui, vous avez raison. Donc bon, bah du coup, mais voilà, je l'ai pas fait en fait en fonction de, par exemple, Prince ou Madonna ou Michael Jackson. Hein. Ah d'accord. C'est vraiment, non,
faut savoir que ma démarche depuis, depuis le tout début, c'était révéler le véritable moi-même, en fait, le véritable soi dans ma création, donc mon essence créative. Donc j'avais pas envie, en fait, de faire quelque chose qui ressemble à tel ou tel, mais vraiment révéler qu'est-ce que du fond de ma vie, en termes de création, je pouvais ressortir. Bon, ben, il se trouve que finalement, il y a eu quand même des influences, certainement, mais qui n'étaient pas, qui n'étaient pas pensées. Ah oui, d'accord. Oui. Et il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, donc qui est autre du coup, un tout petit peu. C'est ton rapport aux pierres semi-précieuses. Voilà, tu réalises de nombreux bijoux avec ces matériaux. Et est-ce qu'elles ont un rôle ésotérique ou symbolique ou c'est juste esthétique en fait? Eh ben, en fait, les trois à la fois, en fait. Ah, elles ont tous ces rôles. Pour moi, en tout cas, elles ont tous ces rôles. C'est vrai que je suis assez... en fait, tout ce qui est nature, déjà, me touche. Je trouve que la nature, elle produit vraiment de magnifiques choses, et notamment les pierres semi-précieuses que l'on trouve avec des tas de couleurs. Et finalement, quand on apprend des choses avec des propriétés aussi, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça, c'est pas un problème pour moi, parce que, à la limite... ce qu'on va penser va peut-être aussi se matérialiser et puis peut-être que la pierre elle va pouvoir aussi développer cet aspect. Exactement. Oui, mais moi je ne sais pas si tu sais, mais je suis une fanat de pierres précieuses. Oui. Bon après c'est... Oui. Je sais. Et d'ailleurs, quelle est ta pierre préférée semi-précieuse disons? Oh non, précieuse et semi-précieuse. Je dirais le cristal de roche en fait, qui est en fait l'une des plus pures des pierres et qui a ce côté un peu protecteur et à la fois divers, enfin j'ai envie de dire universel en fait. C'est un peu la pierre universelle. Ah d'accord, oui, Oui. tu vois comme quoi je la connaissais pas du tout. Qui normalement est très puissante et très régénérante, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette pierre-là, puis bon c'est le cristal de roche, donc voilà il y a un côté un peu pur aussi, clair. Donc, effectivement. Voilà, et peut-être que c'est parce que moi-même je suis quelqu'un d'assez clair en fait, je n'ai pas de tricherie. Oui, c'est clair. Et vous l'équipe d'ailleurs, est-ce que vous avez une pierre précieuse ou semi-précieuse préférée ou pas du tout? Moi, sincèrement, ça m'intrigue, mais je ne connais pas du tout ce milieu-là, en fait. Ouais. Le côté pierre, le côté, voilà... Ouais, non, moi, ma pierre précieuse, semi-précieuse, pardon, préférée, c'est l'améthyste. Et en fait, je sais qu'elle protège dans les maisons. Parce qu'en fait, c'est les grandes pierres un peu violettes, roses qu'on retrouve des fois dans les maisons, excusez-moi, de mamie. Mais moi, j'adore ce type de pierre. Donc, et toi, Koumba, tu as une pierre préférée ou... Sincèrement, non, plutôt l'émeraude pour sa couleur. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup la couleur de l'émeraude. Après, j'ai pas l'occasion d'en avoir, mais en tous les cas, c'est celle que je préfère. C'est magnifique. Et Scylla, toi? Oui, j'aurais dit le rubis, mais je sais pas quelles sont ses propriétés. Le rubis, dans mes souvenirs, je crois que c'est un côté un peu matériel en fait. Par exemple, par rapport à l'argent, par rapport en fait, au fait d'avoir de l'abondance en fait matérielle. Il faut avoir tout un rubis à côté de moi. En fait, c'est marrant, je vais t'en dire en ce moment. Il pourrait paraître que ça te permettrait d'en avoir. Chercher. Mais oui, c'est vrai. C'est à leur offrir carrément, c'est plus facile. Sur mon site internet, en tout cas, on peut voir diverses pierres justement semi-précieuses et on va dire un petit message sur chaque pierre. Voilà, c'est ce que ça peut t'apporter éventuellement. Mais après, bien sûr, il existe plein de sites internet sur la lithothérapie notamment. Lithothérapie, voilà, je cherchais le nom. Mais voilà un sujet intéressant à refaire. J'adore. Oui. C'est vrai que j'ai complètement oublié, ça fait au moins 5 ans que j'ai pas ouvert un livre de lithothérapie. Je me souviens plus vraiment de tout. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement? En fait, c'est toutes les propriétés qu'ont les pierres précieuses, donc les rôles symboliques, voilà, ésotériques. En fait, tu sais à peu près à quoi correspond une pierre. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'améthyste, c'est la protection. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Alors, par exemple, comme ça. Voilà, pour compléter ce que tu dis, par exemple, quelqu'un qui est accro au tabac ou aux drogues, etc., en fait, l'améthyste aurait la propriété de permettre à la personne qui est... J'ai vu ça, l'alcoolisme aussi. Voilà, l'alcoolisme et tout, qui est dépendante, finalement de se détacher de cette dépendance. Donc, tout est énergie, on est d'accord. Mais ça marche ou c'est un peu psychologique? Alors, c'est pour ça que je demandais si on était d'accord. Est-ce que tout est énergie? Déjà, si on est d'accord sur ce point, à ce moment-là, on sait que l'on ait des pierres, une table, n'importe quoi, mais en tout cas, notamment les pierres, puisque c'est vivant, en fait, même si on ne le voit pas vivre,
C'est comme les plantes, on ne les voit pas forcément vivre, mais par contre on les voit pousser. Tout ça c'est de l'énergie. Et en fait, ces pierres, elles provoquent de l'énergie, même si nous on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est tellement un point subtil que les personnes qui vont tester, eh bien, vont pouvoir se dire, ah bah oui, ça a marché. Celles qui ne testent pas vont simplement se dire, ça ne marche pas. Parce que ça dépasse en fait leur entendement. Mais il faut être sensible, il faut quand même avoir une certaine sensibilité pour recevoir cette énergie. C'est pas qu'il faut, on est tous sensibles, plus ou moins. Après, il y a notre mental qui va arrêter cette sensibilité ou bien la développer. Donc en fait, finalement, c'est soi-même qui choisissons si on veut en fait percevoir ce que la pierre a à nous apporter, ou bien si on préfère se dire que ça marche pas et que c'est que des idiots qui pensent n'importe comment. D'accord. Oui, effectivement. Alors, on va fermer cette parenthèse. On va parler plus tard, hein, ne vous inquiétez pas, quand le podcast sera terminé. Alors, je souhaite aborder un autre pan de ton travail. Nous avons vaguement mentionné tout à l'heure le terme de femme de petite taille. Oui. Pourrais-tu nous expliquer comment et pourquoi souhaites-tu mettre ces femmes en particulier en valeur? Alors d'abord, je vais rappeler, moi je parle de femmes petites de taille. Oui, petites de taille. Femmes de petite taille. Alors pourquoi j'insiste sur ça? Parce que femmes de petite taille, ça a été déjà beaucoup pris, et notamment pour les femmes atteintes de nanisme. Et quand on parle de femmes petites en général, on pense toujours aux femmes atteintes de nanisme. Or, comme les femmes petites de taille n'ont jamais vraiment existé aux yeux du monde, et donc aux yeux de la mode en général, du coup, moi j'ai décidé que j'allais prendre cette formule de femmes petites de taille. Et donc, ces femmes petites de taille ne sont pas atteintes de nanisme forcément. Ce sont des femmes comme toutes, sauf que elles ont en fait la difficulté de trouver des vêtements à leur taille dans les rayons, en fait, dans les boutiques, tout simplement. Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce que depuis une dizaine, moi ça fait 10 ans que je suis dessus, mais depuis on va dire 4-5 ans, on trouve maintenant des vêtements adaptés aux femmes petites, en tout cas plus adaptés. Néanmoins, moi quand j'ai commencé il y a 10 ans, il faut se remettre en 2008 à l'époque quand même, donc il y a même 12 ans, ça n'existait absolument pas. Il fallait aller chez les enfants pour se vêtir. Donc, voilà. Mais après, c'est tout un parcours. Et en plus, derrière ça, je voulais aussi mettre en avant ces femmes qui n'existaient pas dans le secteur de la mode. C'est bizarre. On voit en fait des femmes défiler, les femmes grandes, et maintenant, heureusement, les femmes rondes, quoique je trouve qu'on ne les voit pas encore suffisamment, mais au moins, elles sont là. Il y a un marché qui existe depuis quelques temps. Et les femmes petites, où est-ce qu'elles sont? Et voilà, c'est en fait ça qui m'a donné envie de dire, ok, moi j'ai envie d'ouvrir une voie pour ces femmes, de façon à ce qu'elles puissent elles aussi s'exprimer dans les critères dits de la beauté. Parce que évidemment, quand on est petite, et surtout à l'époque, en 2008, c'était comme si c'était une tare, et comme si donc on n'était pas belle, et qu'on n'avait même pas le droit d'être belle, et surtout on n'avait même pas le droit de défiler, parce que c'est ce qui est exactement, parce qu'on était mis de côté. Donc c'était vraiment la honte d'être petite. Et d'ailleurs, ça fait bien sûr le sujet de plusieurs moqueries quand on est justement plus jeune. Donc moi j'ai envie en fait que ces femmes-là se disent, non, moi aussi je suis belle, moi aussi je suis digne de porter des beaux vêtements, de révéler ma féminité, chose qui est difficile pour une femme petite lorsqu'elle doit s'habiller chez les enfants, on est d'accord? Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je me suis battue pour qu'elle puisse exister dans le secteur de la mode en tant que mannequin petite taille, concept que j'ai créé, qui est déposé, donc pas la peine d'aller le reprendre ailleurs, c'est déposé. Non, je dis ça parce que j'ai déjà vu des personnes s'approprier le concept en fait. C'est de bonne guerre, mais bon, c'est mon concept en fait. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire publiquement justement. Oui, voilà, c'est vrai que j'avais pas assez dit en fait, et souvent quand on est un peu comme ça, initiateur de quelque chose de nouveau, au départ on ne prend pas ça au sérieux, et les gens notamment ne prennent pas ça au sérieux. Néanmoins, pour la personne qui crée la chose, c'est quand même quelque chose de sérieux, puisque ça crée de la valeur dans la société. En tout cas, c'est ce que j'espère. D'accord.